Merci Jean, mesdames les présidentes, chers amis. Je remercie le comité d'organisation de m'avoir confié cet exercice de prédiction qui n'est pas toujours très simple, comme l'avait dit un prix Nobel il y a presque un siècle. Puis je remercie aussi l'organisation pour avoir eu le sens de l'équilibre et de confronter le point de vue de New York à celui de Clermont-Ferrand. Je suis convaincu, comme une de mes patientes qui s'attribue des dons de voyance, qu'en 2020, il y aura toujours des DES, et ce pour deux raisons. Tout d'abord parce que les nouveaux DES sont excellents, et ensuite les BVS ne sont pas encore parfaits. Que de progrès réalisés depuis 20 ans, depuis les premiers high-tech, avec les dispositifs implantables. On le doit aux plateformes, aux drogues et aux polymères dont a longuement parlé Thomas. Je voudrais surtout insister, en dehors des polymères biorésorbables, de la quantité de polymère, de la distribution de ce polymère, sur un progrès majeur qui est l'épaisseur des mailles, que l'on a vu diminuer de moitié en un peu plus de 10 ans et qui contribue, à mon avis, le progrès essentiel. Des mailles fines, ça permet une meilleure flexibilité. Aujourd'hui, partout où un ballon peut aller, un stent peut être implanté. Donc des stents qui sont largement délivrables avec une couverture endothéliale accélérée, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer l'antiagrégation plaquettaire et diminuer les phénomènes de thrombose. En termes de performance, si on essaie de résumer, le profil de ces nouveaux DES est excellent. Le late loss avec tous les dispositifs est inférieur à 0,2 mm. Il y a moins de thrombose qu'avec les BMS ou avec les DES de première génération. Si on reprend la méta-analyse de Windecker, le vent du progrès souffle de la droite en termes d'infarctus, en termes de réintervention, en termes de devenir à moyen et long terme. Et je n'ai pas tout à fait la même lecture de Spirit 4 de Philippe. Beaucoup de spécialités médicales envieraient des traitements qui apportent un succès dans 96% des situations, avec une diminution de moitié de réintervention par rapport aux stents actifs de première génération et avec une réduction drastique également des phénomènes de thrombose. Donc énormément de progrès et on atteint presque la perfection avec les DES de dernière génération, à tel point que l'on a vu les indications du DES s'élargir. Les domaines qui étaient réservés au BMS, la phase aiguë d'infarctus, le pontage SAFEN, les patients sous anticoagulants sont tombés sous le domaine du DES. Et une question que l'on pourrait se poser, la réponse serait beaucoup moins nuancée. Quelle place pour le BMS en 2020? J'ai ma petite idée. Mais, Philippe l'a évoqué, le stent métallique a ses inconvénients. C'est une cage métallique qui est définitive, qui va nous exposer dans de rares cas à des malpositions tardives, qui favorise des phénomènes de néo-athérosclérose, et on assiste non pas à une explosion, mais à une part prépondérante de cette néo-athérosclérose dans les thromboses tardives. Le registre Pesto national retrouve 30% de néo-athérosclérose à l'origine des thromboses tardives observées en OCT. Donc, j'attendais l'argumentaire de cette quatrième révolution, l'arrivée du stent biorésorbable, et je n'ai pas été déçu. Philippe n'a oublié aucun des arguments qui sont en négatif, les inconvénients que l'on reproche aujourd'hui au DES, la conformabilité, notamment la vasomotricité à long terme. Différents stents biorésorbables aujourd'hui sont en développement ou disponibles. Je parlerai essentiellement du stent Absorb qui a été implanté à plus de 75 000 exemplaires de par le monde, avec un taux de pénétration qui est de 1% en France, 5% en Europe. Donc on voit qu'il y a encore de la marge de progression pour atteindre les 100% dans 5 ans. Un autre argument, le programme Absorb est très prudent. Les premières études se sont intéressées aux lésions simples. La première publication d'une étude randomisée remonte à septembre dernier, l'étude Absorb 2 sur un critère intermédiaire. La plupart de ces études ont un critère principal de jugement à 3 et 5 ans et on commence à aborder des lésions complexes. Donc je vous laisse imaginer l'inertie de ces travaux, des conclusions qui auront du mal à être publiées d'ici 2020. Les limites actuelles des BVS, on en a parlé depuis le début de la session, l'épaisseur des mailles qui va impacter sur le profil et sur la durée d'antiagrégation plaquettaire, la radiotransparence, la fragilité relative mais qui impose certaines précautions dans le terme de maniement de ces endoprothèses, des tailles disponibles, des techniques de déploiement qu'il faut réapprendre si l'on veut limiter les complications aiguës qui sont certes modestes mais qui sont liées à ces problèmes techniques procéduraux. Et enfin, le prix, je crains que les tutelles exigent pour un remboursement un prix qui se rapproche des DES actuels. Enfin, pour ce qui est des indications, il me semble que se dégagent aujourd'hui des indications pertinentes, le sujet jeune, les longues lésions, des indications à évaluer et des indications qui me semblent moins pertinentes, les patients sous anticoagulants, les patients très âgés, pour lesquels j'aurais peur que la biorésorption de ma patiente anticipe celle de son stent. En conclusion,
Pour moi, le BVS va s'imposer, le concept est révolutionnaire, la safety se confirme, l'impact à 3 ans et 5 ans sera à mon avis démontré, mais c'est un progrès attendu qui est tardif. Les progrès techniques sont très attendus, des mailles plus fines, des tailles disponibles, un prix à la baisse, une meilleure mise à disposition et enfin des techniques d'implantation réapprises et maîtrisées. Donc je pense que le BVS va finir par s'imposer, mais certainement pas par chaos et certainement pas d'ici 2020.